Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR en ce jeudi 4 janvier 2024. Le 4 janvier, c'est la date d'anniversaire de Victor Wembanyama. Il fête ses 20 ans aujourd'hui, on lui souhaite un très très bon anniversaire. On essaiera de vous dévoiler les plans secrets que prépare Benjamin Moubèche pour lui organiser une surprise partie en tête-à-tête dans son bar préféré de San Antonio. En attendant, on va quand même essayer de parler de basket parce que cette nuit, il y avait 12 matchs, pas moins de 12 matchs en NBA dont on va essayer de discuter ensemble. On va revenir sur, peut-être pas tous les matchs, mais la plupart des matchs intéressants. Je vais commencer par vous donner les résultats, parce que même si c'est un peu fastidieux, au moins vous serez à jour. On commence chronologiquement avec Cleveland qui l'emporte à domicile très largement contre les Washington Wizards, 140 à 101. Les Pacers qui remettent ça contre Milwaukee, ça devient une habitude, 142 à 130 avec à nouveau un excellent Tyrese Haliburton dont on parlera tout à l'heure. Ça devient un pléonasme de dire que Tyrese Haliburton est excellent cette saison. OKC a vu sa belle série de victoires s'arrêter sur le parquet d'Atlanta, les Hawks qui l'emportent 141 à 138. Le Thunder un petit peu fatigué visiblement en back-to-back. Houston a prolongé, en l'occurrence, la série de défaites des Nets. Cinquième défaite de suite pour les Nets à Houston. Houston qui l'emporte 112 à 101. Les Raptors continuent leur lune de miel avec leur nouvelle recrue, avec ce visage new look. Les Raptors qui s'imposent à Memphis 116 à 111. On continue avec Minnesota qui n'avait pas encore perdu deux fois de suite cette saison et qui malheureusement pour eux l'a fait cette nuit à domicile qui plus est contre New Orleans. New Orleans, l'équipe qui est en train de grimper à l'ouest. New Orleans qui gagne 117 à 106 à Minneapolis. Les Knicks aussi ont leur petite lune de miel avec leur nouvelle recrue, en tout cas Giannunobi. New York qui gagne à domicile contre Chicago 116 à 100. Dallas devait réagir après un match très très compliqué contre Utah et Dallas l'a fait à domicile à nouveau contre Portland ce coup-ci, 126 à 97. Il y avait un choc à l'ouest, en tout cas ce qui pouvait s'apparenter à un choc en début de saison et une affiche qu'on pourrait peut-être retrouver en playoff un peu plus tard cette saison. Il y avait donc un Phoenix contre Los Angeles et ce sont les Clippers qui eux aussi ont prolongé leur série de victoires et réussi un match très solide à Phoenix en s'imposant 131 à 122. Il reste trois matchs sur lesquels vous donnez les résultats. Utah, un match fleuve qui s'est terminé en prolongation contre Détroit. Les Pistons n'ont pas réussi à conquérir une nouvelle victoire. C'est Utah qui s'est imposé 154 à 148. Oui, un score un peu improbable. Les Lakers qui continuent de glisser, dégringoler, je ne sais pas tellement quel est le terme, mais on en parlera aussi après. Les Lakers qui étaient à domicile, qui pourtant perdent 110 à 96 contre Miami, qui pourtant joue toujours sans Jimmy Butler. Donc défaite des Lakers. Et le dernier match, pas le moins animé, où Sacramento a gagné après deux prolongations contre Orlando, 138 à 135. Allez, on se penche un peu sur les matchs les plus intéressants de la nuit. Je pense qu'on peut commencer par celui entre Indiana et Milwaukee. Les Pacers qui ont encore battu les Bucks, ça devient une habitude. Et encore une fois, il y a eu un très très bon Tyrese Haliburton. Comme je disais en préambule, ça devient, c'est une habitude, c'est un pléonasme de dire qu'Haliburton est fort cette saison. 31 points, 12 passes, aucune perte de balle pour le meneur des Pacers. À nouveau impressionnant avec un troisième carton d'une violence offensive assez rare de la part d'Indiana. Les joueurs de Carlisle ont passé 47 points à ceux d'Adrian Griffin dans le troisième quart-temps. Ça a évidemment fait la différence. Tyrese Haliburton, pour revenir à lui, c'est le premier joueur qui sort une série de 5 matchs consécutifs avec autant de passes décisives et aussi peu de pertes de balles. Si vous nous suivez, vous savez que j'aime ce ratio assist-turnover. Et là, il est sur 76 passes pour 7 pertes de balles seulement. Sur les 5 derniers matchs, ça a évidemment joué. Les Pacers qui ont dû évidemment composer comme toutes les équipes qui affrontent les Bucks avec le tandem Yanis-Lillard. Antetokounmpo qui finit avec 26 points, 11 rebonds, 8 passes. Lillard 23 points, 5 passes. Ça n'a pas suffi à éviter une nouvelle défaite contre les Pacers avec, je le répète, un Haliburton qui est... alors, si vous avez lu un peu sur le site hier, on a publié notre MVP Race, en tout cas notre volume numéro 2. Haliburton n'est plus dans le top 5 comparé au premier mois, mais s'il continue comme ça et s'il arrive à ramener les Pacers à un classement un peu plus élevé, il ne faudra pas s'étonner de le revoir dans cette conversation. On peut ensuite parler d'OKC qui a vu sa série de 5 victoires consécutives prendre fin à Atlanta. Je pense que les Hawks ont un peu profité de la fatigue apparente d'OKC qui a enchaîné les gros affrontements, les grosses victoires contre des adversaires très très référencés qui étaient en back-to-back.
Et Atlanta a rapidement pris les devants pour plus jamais lâcher le lead au tableau d'affichage. Mine de rien, ils sont quand même revenus sur la fin du match, notamment avec Shai Gilgeous-Alexander qui, malgré la défaite de son équipe, fait encore un match de très haut niveau. Lui, pour le coup, dans la MVP race, il est classé dans le top 5. Je vous invite à aller regarder où il se trouve. SGA qui finit avec 33 points, 13 rebonds, 8 passes, mais ça a été en vain. Les Hawks ont fait un très très gros match. Jalen Johnson notamment, qui depuis son retour de blessure apporte quand même quelque chose une certaine fraîcheur à Atlanta qui était sur une dynamique très très compliquée. Jalen Johnson qui finit meilleur marqueur de son équipe avec 28 points. Trae Young l'a bien accompagné avec 24 points, 11 passes. Deux autres joueurs des Hawks ont marqué plus de 20 points, Bogdanovic et Murray. Et Atlanta s'offre du coup une victoire qui, je pense, va faire du bien pour la confiance. C'est une des équipes les plus décevantes, je trouve, à l'Est cette saison, en termes de classement en tout cas. Parce que Trae Young fait une saison individuelle de très très bonne facture, clairement au niveau All-Star. Mais collectivement, c'est plus compliqué. Moi, je les voyais dans le top 5 et là, pour l'instant, ils en sont pas encore là. On peut parler maintenant de New Orleans qui, je trouve, a vraiment frappé alors un gros coup, je sais pas, mais un joli coup à l'ouest. Minnesota n'avait pas perdu 2 matchs de suite cette saison encore et ça a été le cas là cette fois. Les Wolves sont inclinés à domicile contre les Pelicans. Ça a été un match bien mené par les Pelicans qui sont sur une très très bonne dynamique, quatrième victoire de suite. Et qui avancent. J'arrêtais pas de dire qu'ils avançails dans l'ombre. Là, ils vont plus pouvoir trop se cacher s'ils continuent de battre des bons adversaires et de remonter aux portes du top 4 à l'ouest, alors que on s'inquiétait pour la condition physique de Zion, pour leurs blessures à répétition entre McCollum, Alvarado, Trey Murphy. Là, les Pelicans tournent bien. Ils ont réussi à survivre, si on peut dire, parce qu'ils ont quand même dominé nettement le match. Ils ont survécu aux 35 points d'Anthony Edwards. Ils ont très très bien géré la présence de Rudy Gobert, ce qui est pas banal, parce que les équipes se cassent les dents sur la défense des Wolves depuis le début de la saison, et notamment sur Rudy, qu'il a eu un match compliqué, notamment au niveau de la gestion des fautes. Il finit avec seulement 5 points, 5 rebonds et un contre. Et ça fait donc une deuxième défaite de suite pour Minnesota qui est tombée sur une équipe de Nola très très à droite, 55% d'adresse. Zion et Ingram qui sont à 18 sur 26 en cumulé, 27 points pour Zion, 24 points pour McCollum, 19 points pour Brandon Ingram. Et donc quatrième victoire de suite pour les Pelicans qui, je le répète, je pense qu'ils sont très contents qu'on ne parle pas beaucoup d'eux et ils avancent assez sereinement jusqu'à la mi-saison. Et là, pour l'instant, ils sont sixième, mais ils ont le même bilan. En tout cas, ils sont quasiment à bilan égal avec les Kings. Ils sont qu'à une victoire des Clippers, qui sont une autre équipe qui marche bien, et qu'eux-mêmes seulement à 4 victoires de la tête, ce qui n'est pas du tout irrémédiable. On a déjà vu des renversements plus fous dans des classements en saison régulière en NBA. On peut parler des Clippers justement, là, je vais rebondir sur ce que je disais sur les Clippers. Bah, à part une fin de match un peu poussive et compliquée, les Clippers ont fait un super match contre les Suns. On peut relativiser évidemment en disant que Kevin Durant était absent, qu'il n'y a toujours pas le Big Three des Suns. Ça n'enlève rien du tout aux 40 très très belles minutes que les Clippers ont proposé. Match de haut niveau pour dominer les Suns et prolonger leur série de victoires. À part ces 8 dernières minutes où je disais justement que les Suns faisaient une bonne remontée avec Devin Booker à 35 points, Bradley Beal à 21. En dehors de ça, il y a quand même une nette domination, je trouve, des Clippers qui ont proposé une belle copie. Le trio Paul George, Kawhi Leonard, James Harden est toujours aussi redoutable, malgré le petit doute qu'on pouvait avoir au début quand James Harden est arrivé. Cette fois, c'est pas Kawhi qui finit meilleur marqueur, c'est Paul George avec 33 points, mais quand vous avez Paul George à 33 points, Kawhi à 30 points et James Harden en double-double, 22 points, 11 passes, c'est déjà beaucoup plus simple. Les Clippers ont aussi proposé une énorme adresse à 3 points, 53%. Ça a suffi pour prendre le large en première mi-temps et pour continuer dans la lancée, sur la lignée de cette très belle fin d'année 2023 qui nous avait montré. Et il faut continuer, je pense, de se méfier de ces Clippers qui sont que quatrième, mais qui, à mon avis, ont d'autres aspirations. L'avantage du terrain, en tout cas, est en bonne voie pour les Clippers alors qu'on arrive presque à mi-saison. On peut rester à Los Angeles où c'est un peu deux salles, deux ambiances, parce que les Lakers ne sont pas du tout dans la même dynamique que leurs voisins. Les Lakers ont perdu un troisième match de suite et sont maintenant en bilan négatif après leur défaite à domicile contre Miami. C'est pas, je sais on parle toujours beaucoup des Lakers, on a tendance à s'inquiéter vite, à s'emballer un peu vite parfois aussi quand il y a des bonnes prestations. Là, ça fait 3 défaites de suite et on a encore pourtant Anthony Davis qui fait un excellent match.
Anthony Davis, 29 points, 17 rebonds, 6 passes, 5 comptes, 3 interceptions. Même Austin Reeves, on sait que c'est important pour eux d'avoir leur troisième option qui est productive. Austin Reeves finit avec 24 points, mais ça n'a pas empêché le Heat de gagner, de contrôler cette rencontre, même sans Jimmy Butler. LeBron a été discret, en tout cas selon ses propres standards. 12,9 passes à 6 sur 18, c'est pas du bon LeBron. Et Miami a dominé le match et s'est imposé grâce notamment à Tyler Hero, qui fait 21 points. Et puis il y a une bonne répartition collective, comme le Heat sait si bien le faire. 8 joueurs qui ont marqué au moins 10 points. Et une victoire finalement logique de Miami qui plonge les Lakers à la 10e place. Ils sont borderline hors du top 10. On sait que la saison est longue et que d'autres équipes vont peut-être perdre du terrain aussi à un moment, mais voilà, ça fait 3 défaites de suite et seulement une 10e place. Pas de vraie bonne dynamique enclenchée. Là aussi, il reste du temps, mais on attend plus forcément de ces Lakers-là. On peut ensuite parler peut-être d'un des matchs les plus animés de la nuit. Sacramento qui sortait d'une défaite très très surprenante à la maison contre Charlotte et qui a dû là passer par 2 prolongations pour battre le Magic à domicile. Ils ont survécu aux 43 points de Paolo Banchero, c'est son record en carrière. 2 prolongations, comme je le disais, face à une équipe du Magic qui a battu son record de franchise à 3 points avec 25 paniers marqués, qui a réussi à combler un retard de 13 points en deuxième mi-temps, qui est donc allé en prolongation 2 fois, mais ça n'a pas suffi. Ce sont les joueurs de McBrown qui se sont imposés avec un triple-double de Domantas Sabonis qui continue de faire des cartons dans une indifférence relative. Je pense que les gens ont compris la valeur de Sabonis, mais les stats qu'il pose sont plus proches de celles d'un MVP que d'autres choses. On n'en est pas là, évidemment, parce qu'il n'y a pas que les stats qui comptent et que les Kings sont un tout petit peu encore en retrait. Je vérifie en direct si je vous dis pas de bêtises. Non, Sacramento est 5e en fait. Donc Sabonis a des prétentions légitimes pour être un outsider dans cette conversation-là, mais les gens le considèrent généralement pas comme le leader de l'équipe. Il y a De'Aaron Fox qui est évidemment là, mais voilà, je pense qu'il faut quand même accorder beaucoup de crédit à Domantas Sabonis, qui est à minima un All-Star et un très très bon joueur de notre ligue. Donc Sabonis, comme je le disais, qui finit avec 22 points, 23 rebonds, 12 passes. Malik Monk qui lui continue sa campagne pour le titre de 6e homme de l'année, qui inscrit 37 points et qui inflige une 3e défaite de suite à Orlando, qui, comme je le disais l'autre jour, continue de montrer des choses intéressantes. Banchero est très très bon, Wagner aussi est plutôt régulier, mais sont un petit peu dans le creux de la vague et c'est assez logiquement qu'ils sont en train de redescendre. Là, Orlando glisse à la 6e place à l'Est, ce qui est déjà plutôt bien par rapport aux ambitions initiales, mais on sent que là pour le coup ils sont dans le creux de la vague. Il faut voir comment ils vont réussir à rebondir après ça, parce qu'il y a d'autres équipes à l'Est qui ont des ambitions légitimes et qui espèrent bien finir devant Orlando. Ensuite, on peut parler peut-être plus rapidement des autres rencontres. Les Cavs ont fait qu'une bouchée des Wizards, comme je disais tout à l'heure, large victoire des Cavs à quelques jours de leur venue à Paris. Ils ont encore un match, je crois qu'il y a encore un match au programme pour eux vendredi avant de se rendre à Paris pour le Paris Game. Plus large victoire de la saison pour les Cavs, plus 39. Sans forcer, c'est un euphémisme. Max Strus, 24 points. Donovan Mitchell, 22 points en 24 minutes. Jarrett Allen, qui est décidément très très chaud en ce moment, et depuis les blessures d'Evan Mobley et de Darius Garland, Jarrett Allen fait un peu de tout. 17 points, 19 rebonds, 7 passes. Et donc les Cavs qui ont torpillé Washington assez facilement. Bilal Koulibaly a joué 33 minutes en sortie de banc, comme c'est souvent le cas malheureusement quand il y a des blowouts du côté des Wizards. Il n'a pas passé une très bonne soirée en attaque, Bilal. Il a shooté à 2 sur 12, 5 points. Toujours un peu d'activité ici et là. Il prend quand même 5 rebonds, 3 interceptions, 2 contres et une passe. Mais forcément, on a envie de le voir dans d'autres circonstances et dans des matchs qui ne sont pas pliés d'avance quasiment, ou pliés au bout d'un ou 2 quarts-temps. On va parler quand même des Pistons aussi, qui ont cru tenir le bon bout avec une fin de match assez folle. Ils ont réussi à pousser le Jazz en prolongation avec un panier à 3 points au buzzer assez dingue d'Alec Burks, alors que Mark Cannon pensait avoir donné la victoire au Jazz. Et malheureusement, ça a encore été trop juste pour Détroit, qui a pris 148 points, plus haut total de points encaissés lors d'une défaite dans l'histoire de la franchise, pendant que Utah, dans le même temps, égalait le record de points marqués lors d'une victoire pour eux, 154. Jordan Clarkson qui sortait d'un triple-double, le premier triple-double depuis 1845 pour un joueur du Jazz en saison régulière. Jordan Clarkson a enchaîné avec un match à 36 points et avec ce qui est
le panier de la gagne, on va dire, en prolongation, en tout cas celui qui a permis au Jazz de se détacher pour l'emporter. Donc pas de nouvelle victoire pour les Pistons dans ce match où Killian Hayes a joué. Killian Hayes a joué 13 minutes, c'est pas fou. 2 points, 6 passes, 4 rebonds et un contre. Un plus-minus, certes positif, plus 4, mais des opportunités qui semblent pas grandissantes pour Killian Hayes du côté de Détroit. Et on peut parler des deux protagonistes du fameux trade de la fin d'année 2023, les Raptors et les Knicks. Les deux continuent de gagner avec leur nouvelle équipe, le visage New Look, comme je disais tout à l'heure. Les Raptors qui sont allés s'imposer à Memphis avec un super match d'Emmanuel Quickley, qui profite vraiment de l'opportunité d'être dans le 5 après avoir été le 6e homme des Knicks. Il finit avec 26 points, meilleur marqueur de son équipe. Barrett, un tout petit peu plus discret, qui marque 14 points. Et Pascal Siakam, le métronome, qui n'en a rien à faire des rumeurs sur un éventuel départ prochain, 24 points, et ça a suffi pour battre des Grizzlies qui alternent le bon et le moins bon depuis le retour de Ja Morant. Là, ça fait une défaite pour eux. Morant, 28 points, 9 passes et 8 rebonds. C'était bien, mais pas suffisant après leur victoire contre San Antonio l'autre jour. Les Knicks, donc, les Knicks qui étaient menés à la pause au Garden, mais qui ont eux aussi préservé leur invincibilité depuis le trade avec Toronto. Ils se sont un peu fait violence contre Chicago en deuxième mi-temps, grâce encore à l'impeccable Julius Randle. Donc, je vais continuer de vanter les mérites malgré les limites qu'on lui connaît. Julius Randle, 35 points, toujours en pleine bourre, aidé par Jalen Brunson, 31 points, 13 passes, et les Bulls n'ont pas su freiner ces deux-là. OG Anunoby a fait un peu de tout comme il sait le faire, plus-minus invraisemblable de plus 35. Et 11 points, 8 rebonds, 2 passes et 2 interceptions pour l'ancien joueur des Raptors. On peut noter le gros double-double d'Isaiah Hartenstein qui fait du bien, mine de rien, en l'absence de Mitchell Robinson jusqu'à la fin de la saison. Hartenstein fait 10 points, 20 rebonds et 5 contre, donc belle performance pour lui. Ça a été précieux parce que les Knicks ont eu du mal avec leur banc. Ça va être une question aussi après ce trade qu'ils ont effectué. Quel impact du banc? Là, ça n'a pas été fameux, et c'est quand les starters sont revenus en jeu que les Knicks ont fait la différence contre les Bulls. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Brooklyn. On peut rapidement confirmer que ça va pas pour Brooklyn. 5e défaite de suite, cette fois à Houston. Les Nets sont complètement pliés dans le 3e quart-temps. Ils ont pris Alperen Şengün de plein fouet. 30 points, 11 sur 17 pour le Turc, et qui a posé de gros problèmes aux Nets qui ont perdu 10 de leurs 12 derniers matchs. Ça fait beaucoup pour une équipe qui aurait aimé à la base, je pense, traîner autour de la 5e, 6e place, et qui se retrouve bien plus loin au classement et qui est en difficulté. Ils continuent de dire qu'ils veulent construire autour de Michael Bridges, qui fait une saison un peu moyennasse compte tenu de ce qu'on avait vu de lui la saison dernière, où ça ressemblait franchement à un franchise player capable d'être très fort en attaque, très fort en défense. Là, c'est un peu moyen, et je ne sais pas s'ils pourront vraiment faire ce qu'ils veulent en construisant autour de Michael Bridges. On répète que l'absence de Ben Simmons est évidemment problématique par rapport à ce que les Nets avaient prévu à la base. Dallas, peut-être, on peut dire un mot de Dallas qui avait aussi connu une déconvenue contre Utah, et qui s'est bien repris. Les Mavs se sont vengés sur Portland. Luka Doncic, 41 points, dont 30 en première mi-temps. Une grosse performance pour Luka. Kyrie Irving qui disputait son 2e match depuis son retour de blessure, ça s'est bien passé pour lui avec 29 points. Ça va être intéressant de revoir ce duo-là qui a très bien fonctionné en début de saison pour les Mavs, et qui va, j'espère pour eux, pouvoir enchaîner les matchs et montrer de quoi ils sont capables. Jason Kidd a pu reposer ses 4 dans le 4e quart-temps, ce qui, je le répète à chaque fois, est un luxe et une bonne nouvelle pour des équipes comme ça. Et ils vont pouvoir préparer le nouvel affrontement contre ces mêmes Blazers dans la semaine, et probablement essayer de décrocher une 2e victoire consécutive pour continuer de remonter au classement. Dans ce match, il y a Scoot Henderson qui n'a pas été aussi tranchant, je pense qu'il l'aurait aimé. Il finit avec 6 points, 6 passes, et surtout 7 pertes de balles, ce qui arrive pour des rookies. Ça reste un rookie qui découvre le haut niveau. Il essaye d'impacter un peu comme il peut. Ça va quand même beaucoup mieux pour lui ces dernières semaines, après le début de saison tronqué par les blessures. Mais voilà, je pense qu'il fait de son mieux. Sa déclaration sur la course au rookie de l'année, je pense que c'était presque de l'automotivation pour se dire c'est pas terminé, je peux encore devenir rookie de l'année. Bon, là, je pense qu'avec ce que font Victor Wembanyama et Chet Holmgren, même si Holmgren a été moins fort cette nuit, c'est que l'histoire d'un match, parce que sinon il est excellent.
Et avec Wembanyama et Chet Holmgren, c'est quand même très très compliqué, à moins de faire des performances stratosphériques. Ce sera compliqué pour l'ami Scoot Anderson, qui je pense va pouvoir se concentrer sur lui et ses propres performances plutôt que sur une éventuelle course au titre de rookie de l'année. Voilà, c'est tout pour ce CQFR très long, un peu tardif, on s'en excuse, mais il y avait beaucoup de matchs à débriefer. Euh, Nous, on se retrouve. Alors, sur la chaîne YouTube, vous aurez le replay de la Late Session qui va sortir dans l'après-midi. Demain matin, vous aurez un nouveau CQFR. Je ne sais pas encore si Antoine sera de retour demain ou lundi, mais en tout cas, il y aura un CQFR demain matin. Normalement, samedi, vous aurez aussi le CQFR avec vos questions auxquelles on répondra. Je vous rappelle l'adresse, vous pouvez encore nous envoyer vos questions, cqfr@rivers.gmail.com. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez sur le basket, évidemment, ou sur la surprise partie de Benjamin Moubèche qu'il est en train d'organiser pour Victor Wembanyama. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.